4 mots ont ruiné mon mariage et ma vie. Et ce ne sont pas les 4 mots auxquels vous pensez probablement. Pas « nous devons parler ». Pas « bébé, j'ai rencontré quelqu'un ». Pas « notre vie est nulle ». Et même pas « tu ne me donnes pas assez ». C'était bien plus étrange et plus simple que ça. Je suis entré dans notre chambre mardi soir après avoir regardé une rediffusion de New York, unité spéciale à la télévision par câble, et je m'apprêtais à prendre une douche. Je regarde souvent des émissions sur les flics et les avocats. Calls pour Newcastle, vraiment. Et j'aurais dû en avoir assez dans mon travail quotidien en tant qu'adjoint du procureur du comté de Duval. Pour les gens du Nord, c'est la même chose que le bureau du procureur général. Nous sommes ceux qui poursuivent les méchants et les mettent derrière les barreaux quand c'est possible. Quoi qu'il en soit, j'aime ce genre de série policière. Même après 10 ans de travail, j'aime toujours ce que je fais. Quoi qu'il en soit, Debbie était allongée dans le lit, adossée à un oreiller froissé, feuilletant un magazine de voyage. Elle apporte habituellement une tonne de copies d'élèves de l'UNF, où elle travaille en tant que professeure adjointe à la faculté de commerce, à corriger. Cela lui prend généralement 2 à 3 heures pour les vérifier. Mais elle est consciencieuse, et là il était 23 heures et elle se reposait. J'admirais la vue. Même si nous étions mariés depuis 17 ans, j'aimais toujours la regarder. Grande blonde avec une coupe de cheveux à la mode de star de cinéma et une frange à la Jennifer Aniston, elle paraissait 10 ans plus jeune que ses 39 ans. Elle insistait pour que je prenne une douche le soir et me brosse les dents, et en semaine elle était généralement trop fatiguée pour même envisager l'idée. Je me suis regardé de bas en haut. Je faisais 1m79, Debbie faisait 1m70, et bien qu'elle soit toujours assez mince grâce à ses séances de gym, j'avais déjà l'embonpoint d'un homme d'âge moyen dont la seule activité physique était de jouer au golf une fois tous les quelques mois. Et c'était seulement quand la politique de bureau l'exigeait. Je me suis douché et suis sorti tout propre. J'ai cru voir Debbie me regarder et un sourire a traversé son visage, mais peut-être était-ce mon imagination. Je me suis glissé dans le lit à côté d'elle. J'ai penché la tête pour l'embrasser, mais elle a légèrement reculé la tête, et j'ai embrassé le côté de son visage. Elle m'a souri distraitement. Les enfants sont-ils endormis? Bill Jr. avait 14 ans et Kelly avait 16 ans. J'ai laissé Bill fouiner sur l'ordinateur à la recherche de sites de skateboard ou, comme il l'appelait, de sites de shredding. Kelly, j'en suis sûr, à en juger par la façon dont elle a baissé la voix et s'est éloignée autant que possible de moi, tout en restant dans le salon, elle parlait à l'un de ses petits amis. Je sais qu'elle en avait plus d'un car elle était une copie plus jeune et potelée de sa mère. Non, mais ils connaissent les règles. Je suis sûr qu'ils seront au lit dans 1 heure environ. Dis donc, ces photos étaient super. Où se trouvait cette plage avec les cabanes tiki au bord de l'eau? Oh! Elle m'a jeté un coup d'œil, comme surprise que j'ai remarqué qu'elle lisait. Elle m'a tendu un magazine. C'était un magazine de voyage, dont les pages étaient tournées vers les plus belles plages que vous n'avez jamais entendu parler. La plage était sur une île dont je n'avais jamais entendu parler, et je ne pouvais même pas prononcer son nom. Waouh, c'est magnifique! Et si on y allait? Tu veux y aller cet été quand l'école sera en vacances? Je sais que tu n'avais pas prévu d'enseigner cet été. Elle m'a regardé avec un air un peu surpris. C'est très gentil, Bill. Mais je voulais te parler. J'ai réfléchi à enseigner cet été. Habituellement, c'est Larry Carter qui enseigne la session d'été, mais sa femme l'a convaincu de l'emmener à Hawaï avec lui, et ils ont besoin de quelqu'un pour le remplacer. Quand est-ce que cela a été révélé? Je n'en ai pas entendu parler. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis a détourné le regard avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait définir. Il y a environ 1 mois, je voulais t'en parler, mais j'oubliais toujours. Désolé, je n'avais pas réalisé que nous avions des projets fermes. Tu es toujours occupé par une affaire, et cela fait longtemps que nous ne sommes pas partis quelque part d'exotique. Je sais, mais je suis désolé, Bill. J'ai pratiquement dit que j'allais prendre la session d'été. Mais regarde, quand nous étions mariés, nous sommes allés dans des endroits merveilleux, et l'été prochain, je te promets que je prendrai le temps pour que nous puissions partir quelque part. Personne au bureau ne m'avait jamais accusé d'être lent, mais après qu'elle eut tapoté ma main et repris le magazine,
Il m'a fallu une minute avant de comprendre. J'ai murmuré les mots silencieusement pour moi-même, les répétant encore et encore, confus et essayant de comprendre comment j'avais mal interprété ma tendre épouse aux cheveux blonds. Quand nous étions mariés, elle m'a regardé depuis le magazine avec une expression quelque peu perplexe sur son visage, comme si elle n'avait entendu qu'une partie de ce que j'avais dit, et a demandé « Qu'as-tu dit ?» Je n'ai pas compris, mais j'ai réalisé, d'après l'expression qui se dessinait lentement sur son visage, qu'un nuage d'orage avait dû se former sur le mien lorsque j'ai dit lentement, avec beaucoup d'insistance et les prémices d'une réelle colère. Tu as dit que nous sommes allés dans de beaux endroits quand nous étions mariés. Peut-être qu'il se passe quelque chose dont je ne suis pas au courant? Un mélange de surprise, de gêne et apparemment de choc se lisait sur son visage. De quoi parles-tu, Bill? Tu as du mal comprendre ce que j'ai dit. Non, tu l'as dit très clairement et distinctement. Quand nous étions mariés, j'ai un peu pensé que nous étions mariés. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait quelque chose que j'ignorais. Elle a secoué la tête et a tenté de me regarder dans les yeux. Je ne pourrais pas dire ça, Bill. C'est fou. Non, c'est juste étrange. Je sais que nous sommes mariés, chérie, alors d'où vient cette idée? Je n'ai pas. Oh. Je suppose que je voulais dire que nous avons vécu de bons moments quand nous étions mariés. C'est exactement ce que je voulais dire. Oh. J'ai repassé ça dans ma tête et j'ai réalisé qu'elle mentait. Depuis que nous étions mariés, et quand nous étions mariés, ce n'est pas assez proche pour faire une erreur comme ça. Et elle n'y pensait pas quand elle l'a dit. C'est sorti tout seul. Elle n'y a même pas réfléchi, et apparemment n'a pas réalisé ce qu'elle disait. Au bureau, on appelle ça des lapsus freudiens. La plupart des gens les appellent des lapsus freudiens. Quand la bouche d'une personne va plus vite que son contrôle mental, elle peut dire des choses qui finissent par l'envoyer en prison ou à la chambre de la mort à Rayford. Tout procureur ou policier sait que peu importe à quel point une personne se contrôle, son inconscient fonctionne toujours à plein régime. Et quand on est coupable de quelque chose, l'inconscient essaie de confesser ce que le conscient veut cacher. À quoi pense-t-elle, me suis-je demandé, en regardant son beau visage et réalisant qu'elle continuait à me fixer intensément dans les yeux comme un laser. Elle essayait de me lire de la même manière que je la lisais. Sauf que j'étais meilleur, car je le faisais depuis longtemps pour gagner ma vie. Et puis j'ai réalisé qu'en 17 ans de mariage et 2 ans de relation, je ne l'avais jamais regardé de cette façon. Comme je regarderais un suspect, un salaud, un criminel, comme nos collègues flics les appelaient. Je n'aimais pas ce que je ressentais pour elle. Je me suis forcé à rire, même si c'était un rire sec. Tu as raison, chérie. Tout le monde peut déformer les mots. Moi aussi, je le fais de temps en temps. Je dois admettre que tu m'as fait peur. Je me demandais si nous étions vraiment mariés légalement. Peut-être avions-nous un problème avec le certificat de mariage? Ou m'as-tu secrètement divorcé? Elle a pressé son visage contre le dos de ma main et l'a embrassé. Sans me regarder, elle a dit « Désolé de l'avoir dit ainsi, Bill. Tu sais que je t'aime. Tu es le seul homme de ma vie. Je t'aime plus maintenant que lorsque nous étions mariés. Tu es le père de mes enfants. » Et c'est fou. J'ai juste laissé échapper ces mots sans y penser, mais je n'arrivais pas à ôter mon chapeau de procureur. Je me demandais pourquoi elle ne me regardait pas quand elle avouait son amour sans limite. Et je me suis retrouvé à écouter et peser ses mots, son ton. J'ai écouté des milliers de témoignages et de témoins à la barre des témoins. Et j'ai retrouvé le côté professionnel de mon esprit, pas celui de mon mari, pesant ses mots. Et encore, mon esprit revenait à la même question. Il me disait que lorsqu'elle disait « quand nous étions mariés », elle parlait au passé. Cela voulait dire qu'au présent, dans le présent, nous n'étions plus mariés, du moins dans son esprit. Ou bien elle ne voulait tout simplement plus être mariée à moi. Ou bien prévoyait-elle de se retrouver célibataire dans un avenir proche? Un divorce était-il en préparation? Ce qui menait inévitablement à la question, en avait-elle juste assez de moi et était-elle prête à me jeter pour commencer une nouvelle vie avec un autre homme? Ou avait-elle déjà trouvé un remplaçant pour moi? S'amusait-elle avec un autre homme en ce moment même? C'est pourquoi notre vie était si rare, si ennuyeuse, si fade, si banale. C'est pourquoi nous étions maman et papa 100 fois plus souvent que nous étions amants et partenaires.
Bien sûr, une partie de moi continuait à dire que toutes ces pensées étaient absurdes. Elle se trompait juste dans ces mots. Demain matin, tout redeviendra normal, et dans un jour ou deux, je rirai de ma propre paranoïa. J'avais juste été procureur pendant trop d'années, scrutant les pires côtés de l'humanité, et cela avait altéré ma vision de tout, même ma femme et mon mariage. Je voulais y croire, mais tout semblait juste, faux. C'était une simple erreur, mais pourquoi avait-elle réagi ainsi? Si cela n'avait été rien, elle aurait juste ri, serait retournée à sa lecture et m'aurait taquiné pour m'être trompé. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était anxieuse, inquiète, et maintenant elle se montrait étrangement affectueuse. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, réglant mon réveil pour 5 heures. Je m'étais déjà douché, avais attrapé un costume dans le placard de notre chambre, était sorti sans m'arrêter pour prendre un café, et en d'autres termes, j'avais pris la fuite tant que j'en avais l'occasion. Je n'avais pas pris la peine d'allumer les lumières dans la pièce, mais je pouvais déjà voir une sombre silhouette se tapir sous la couverture sur le grand canapé qui trônait au centre de notre chambre, aux côtés du plus grand téléviseur à écran plat autorisé par la loi. En arrivant au travail, je suis rapidement tombé dans une routine familière. Une riche femme trophée de Pontevedra, selon son amant, aurait organisé son propre enlèvement pour extorquer 1,5 million à son mari âgé. Je devais décider des accusations à porter. Un mari de 75 ans a été arrêté en larmes après qu'un médecin légiste ait trouvé 5 fois la dose légale de calmant dans le corps de sa femme décédée d'un cancer. Il a juré qu'il ne lui avait pas donné de médicaments supplémentaires pour hâter sa fin. Nous devions décider de le poursuivre ou non pour euthanasie. Fondamentalement, c'est une euthanasie avec de bonnes chances de clémence du juge après un plaidoyer de culpabilité. Le shérif de Jacksonville a harcelé nos jeunes adjoints et m'a contacté, plaidant pour la clémence dans le cas d'un patrouilleur respecté qui a abattu le mari de sa petite amie et 2 beaux-frères lorsqu'ils sont arrivés chez lui pour ramener la fille là où il disait qu'elle appartenait. Bien sûr, ils étaient 3, et le flic a plaidé la légitime défense, mais il les a abattus avec son Glock, et malheureusement pour lui, ils étaient désarmés lorsqu'ils ont été tués. Mais il y a une relation symbiotique entre les flics et les procureurs, et le grand homme, qui signait mes chèques et voulait devenir gouverneur de la Floride un jour, ne voulait pas que les flics soient en colère contre notre bureau et saboter nos affaires parce que nous avions mis hors jeu l'un des meilleurs de Jacksonville. En tant que l'un des 3 principaux assistants du grand homme, l'affaire est tombée entre mes mains, et j'ai dû prendre une décision cruciale. Et bien sûr, pendant que j'accomplissais ces tâches assez routinières, les pensées et les peurs de la nuit précédente tournaient en boucle dans ma tête. Comme d'habitude, je n'avais pas le temps de sortir du bureau, alors un sandwich au fromage et au hamburger avec des oignons m'a été livré vers 13 heures. Quand Cheryl, ma secrétaire depuis 5 ans, a apporté le déjeuner, je lui ai dit d'appeler l'accueil et de dire que sauf appel urgent de Dieu dans l'heure qui suivait, tous mes appels seraient mis en attente. Elle est revenue dans le bureau et m'a regardé avec impatience. Je n'avais jamais retardé un appel de la sorte auparavant. Je l'ai observée. 1,65 m, rousse, habillée modestement dans une robe rouge claire, assez courte pour être provocante mais pas trop courte pour être vulgaire et inappropriée dans un cadre professionnel. Elle portait ses lunettes et ses cheveux en chignon, mais j'avais déjà vu plus d'une fois quand elle les laissait détachés. « Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur Maitland ?» demanda-t-elle. « Enlève ton chapeau de secrétaire, Cheryl, et j'enlèverai mon chapeau de patron. J'aimerais te parler pendant 1 minute. » Elle m'a regardé étrangement pendant 1 minute, puis s'est détendue. Nous avions été à quelques fêtes de bureau, et je l'avais vue complètement saoule, et une fois je l'avais même ramenée chez elle, et elle savait que je ne l'avais jamais touchée. Elle n'a jamais rien dit ouvertement, mais j'avais l'impression qu'elle admirait le fait que je ne m'étais pas mêlé d'elle alors que j'aurais pu. « Qu'est-ce qui ne va pas, Bill ? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas pour que je parle à l'une de mes secrétaires préférées, » ai-je dit en essayant de sourire. « Tu ne retiens jamais les appels pendant 1 heure. Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu m'as invité ici seul, et n'importe qui ici peut te regarder et dire que quelque chose te tracasse. Cela a blessé mon orgueil. Je suis si transparent, et j'étais fier de mon visage impassible. Normalement, tu es plutôt impénétrable. Mais quand tu es entré ce matin, j'ai su que quelque chose clochait.
Et te connaissant, c'est personnel. Tu es trop calme quand il s'agit de questions légales. Donc c'est soit les enfants, soit Debbie, et si je devais parier, je choisirais Debbie. Vous avez eu une dispute? J'ai regardé Camelback rider et j'ai essayé de me donner faim. J'avais besoin de manger. J'aimerais bien. Une expression inquiète a traversé son visage, et elle a rapidement attrapé une chaise et l'a tirée d'un pied de ma table, assez près pour me toucher. Oh, merde, Bill. Est-ce vraiment si grave? Je suppose que oui. Dis-moi. J'y ai pensé, mais à la lumière du jour, je n'ai pas pu me résoudre à lui dire les détails. Plus j'y pensais, plus tout ce remue-ménage me semblait fou à cause d'un mot que Debbie avait dit hier soir. Si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas vu ses yeux, entendu sa voix, tu penserais que j'exagère grandement ce qui s'est passé. Nous avons juste eu une dispute. Pour quelque chose de stupide. Mais, quoi? Peu importe. Mais je veux que tu me répondes honnêtement. Je vais te poser quelques questions. Tu pourras le faire. Je ne vais pas me fâcher. Ou m'offusquer. J'ai besoin d'une femme à qui je peux parler honnêtement. Elle a léché ses lèvres rouges un moment avant de répondre. Je déteste ce genre de choses, Bill. Tu dis que tu ne vas pas te fâcher, mais l'honnêteté fait toujours mal. J'ai besoin d'une honnêteté brutale, Cheryl. Je pense avoir été un bon patron et un bon ami. Et je pense t'avoir prouvé que je t'apprécie et te respecte assez pour ne rien faire qui compromettrait notre amitié. J'aimerais que tu fasses de même. Elle a tendu la main et a pris ma paume dans la sienne. Tu as été un bon gars, Bill. Pose tes questions. As-tu déjà pensé, quand tu n'étais pas saoul, à te glisser dans mon lit? Et est-ce que tu m'apprécies même? Elle me fixa un moment. Je te jure devant Dieu que je ne te drague pas. Mais j'ai besoin de savoir. Elle baissa les yeux vers la table, puis me regarda droit dans les yeux. Quelquefois. Mais honnêtement, je ne t'ai jamais vraiment envisagé sérieusement. Tu n'es pas sur ma liste. Tu es un homme. Je t'admire. Je t'apprécie. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que je peux nous imaginer dans une situation où nous finissons au lit. Ça pourrait arriver lors d'une autre fête de bureau. Mais ce ne sera qu'une fois. Alors je ne suis pas beau? Elle fixa le bureau beaucoup plus longtemps cette fois avant de relever les yeux vers moi. Tu n'es pas beau, Bill. Désolé. Tu es un peu en surpoids et mou, et tes cheveux tombent, et peu importe ce que les femmes disent, c'est important. Pour la plupart d'entre nous, la calvitie est laide. Au tribunal, tu es un tigre, et professionnellement tout le monde te respecte mais dans la chambre à coucher. Je dirais que tu es juste un autre homme d'âge moyen en mauvaise forme. Elle serra ma main, et l'espace d'un instant on aurait dit qu'elle voulait pleurer. Je suppose que j'ai été un peu trop explicite, hein? Désolé. Je ne voulais pas te blesser. J'ai réussi à lui sourire, même si ça faisait mal. Et Debbie? Je veux que tu sois aussi honnête que tu l'es. Est-elle aussi jolie que je le pense? Et as-tu déjà vu des gars la draguer lors de fêtes? Comment réagit-elle quand il la drague? Cette fois, elle mit beaucoup plus de temps à répondre. Elle est canon, Bill. Que puis-je dire? À chaque fête à laquelle vous avez assisté tous les deux, des gars la draguaient toujours quand tu n'étais pas là. Je ne suis pas surpris qu'elle soit populaire. Maintenant, la question à 64 000 $. Et c'est là que j'ai besoin que tu sois honnête. Que fait-elle quand elle se fait importuner? Elle baissa de nouveau les yeux. Je ne veux vraiment pas répondre à cette question, Bill. S'il te plaît, ne m'oblige pas. J'ai besoin de savoir. Alors voilà. Penses-tu qu'elle soit avec quelqu'un? Je ne sais pas, mais je pense que c'est possible. Je crois avoir été à 6 ou 7 fêtes de bureau auxquelles vous êtes venus, et cette année-là vous m'avez invité, moi et mon rendez-vous, à une fête de Noël à l'UNF. Comme je l'ai dit, des gars la draguaient toujours, la prenaient dans leurs bras. Elle se contentait généralement de les repousser, de remettre leurs mains à leur place, de les faire rire, et s'éloignait. Elle est plutôt douée. Quelquefois, très peu, je l'ai vue apparemment bien accrochée dans un coin ou dans le couloir. Mais Bill, pour être honnête, à moins que tu ne veuilles te promener avec un bâton électrique, la plupart des femmes ont déjà vécu ça. C'est pourquoi tu portes des talons hauts. Ils sont parfaits pour rafraîchir les gars trop chauds.
Je ne l'ai jamais vu perdre son sang-froid au point qu'il semblait qu'un gars pourrait la convaincre de quitter une fête avec lui. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'elle n'a rien fait de mal, mais je ne l'ai jamais vu faire quelque chose qui pourrait la conduire au divorce. Et c'est de cela dont nous parlons, n'est-ce pas? Elle a tendu la main pour reprendre la mienne et la serrer. C'est une femme très belle. Elle pourrait te tromper, mais si c'est le cas, elle est très prudente et sélective. Et je ne le pense pas. C'est juste une impression. Je me suis appuyé en arrière sur ma chaise et j'ai pris une grande inspiration. Je ne pouvais rien avaler car je n'avais pas d'appétit. Mais ce que tu dis, c'est qu'elle est une femme très belle à laquelle les gars se jettent dessus à chaque fois que je ne suis pas là et je suis un vieil homme ennuyeux et peu attirant. Y a-t-il quelque chose qui cloche dans ce tableau? Les gens restent ensemble pour l'amour, la compagnie et les enfants. Vous avez construit une vie ensemble. Tu penses qu'elle va tout abandonner juste pour s'amuser? Les femmes le font tous les jours, Cheryl, et les hommes aussi. Ce n'est peut-être que divertissement, mais c'est la colle qui maintient les mariages ensemble. Et nous n'avons plus ça. Elle m'a juste regardé tristement. Je suppose qu'il y a une limite à la capacité de se remonter le moral quand on est confronté à une situation vraiment merdique. J'ai passé le reste de la journée à naviguer à travers le flot général de trahison, de stupidité et de transgression de la loi qui est inhérent à tout procureur, et j'ai essayé de ne pas penser à ce que j'aurais à affronter en rentrant chez moi. C'était le moment où ça commençait à me peser. Mon travail est stressant. Trop de saleté et de vie ruinée à gérer chaque jour. La maison a toujours été mon sanctuaire, où je pouvais être assuré de l'amour de ma femme et de mes enfants et me convaincre chaque nuit que le monde dans lequel je vivais et travaillais n'était pas réel. Et maintenant, ce sanctuaire, ce rêve d'amour et de fidélité, commençait à montrer des fissures. Je suis rentré chez moi à 18h30, ce qui n'est pas tard pour moi. Je restais souvent debout jusqu'à 20h ou 21h, et Debbie laissait presque toujours le dîner dans le réfrigérateur ou le micro-ondes quand je rentrais. Parfois, elle était à la maison. D'autres fois, elle était partie à une réunion. Il y avait toujours plein de réunions, certaines professionnelles, d'autres plus banales, mais toutes faisaient partie du jeu politique de bureau qui doit être joué dans toute institution. J'ai survécu, et même quand elle rentrait à la maison à minuit ou 1h, parfois 2 du matin, cela ne me dérangeait pas. La consommation d'alcool continuait, mais cela ne me dérangeait jamais. J'ai traité suffisamment de cas d'infidélité menant à des meurtres ou à des drames pour connaître les signes. Elle n'était jamais exceptionnellement secrète. Se douchait rapidement, enfilait ses vêtements. Je ne l'ai jamais surveillée, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, mais bien des fois j'ai découvert par hasard par d'autres personnes qu'elle était là où elle disait être et faisait ce qu'elle disait faire. Le pire était que maintenant, toutes mes pensées à son égard se résumaient à des soupçons non sollicités. Où était-elle maintenant? Avec qui était-elle? Et comment saurais-je si elle me disait la vérité si elle me la disait? Je sentais la colère monter en moi à nouveau. Sale garce. Tout ce qu'elle avait à faire était de rire de la réticence de la nuit dernière, de plaisanter à ce sujet, et j'oublierais. Même si elle m'avait trompé, j'aurais été gros, heureux et ignorant. Ce soir, elle n'était pas à la maison, et les 2 enfants non plus. Ce n'était pas une surprise. Je regardais autour de moi. Habituellement, elle laissait un mot sur le réfrigérateur ou dans le micro-ondes pour que je sache où elle était si elle devait sortir. Mais là, rien. Je restais là et j'écoutais. Rien n'est aussi silencieux qu'une maison vide, qui est habituellement remplie du bruit des conversations, des rires, des émissions de télévision et des chansons diffusées à la radio. Je me suis dirigé vers le bar et j'ai sorti une bouteille de Goldschlager. Je n'avais jamais entendu parler de Goldschlager jusqu'à ce qu'un ami de Bill Jr. en glisse une bouteille lors d'une fête d'adolescents il y a quelques années. Je l'avais trouvée, confisquée, goûtée, et j'avais réalisé que j'aimais ça. C'est pourquoi je garde toujours une bouteille dans mon placard. Certes, il me faut habituellement 3 à 6 mois pour vider la bouteille, mais c'est une excellente boisson pour la première fois. J'ai pris une gorgée et j'ai parcouru la maison, jetant un œil dans le garage pour 2 voitures. Sa Nissan 350Z de 2004 était garée là et était froide au toucher. Où qu'elle soit, quelqu'un était venu la chercher.
Je me suis retrouvé dans un grand fauteuil rembourré en face du canapé et orienté vers le grand écran de télévision infernale. Je l'ai allumé et me suis installé confortablement dans mon cocon d'actualité télévisée câblée, avec toutes les horreurs qui se passaient dans le monde, essayant de tout oublier à propos de Debbie, où elle était et avec qui elle était. À 21h30, Bill Jr. a surgi par la porte d'entrée, parlant et envoyant des messages sur son téléphone portable en alternance. J'ai appelé son nom plusieurs fois, et alors qu'il continuait à monter les escaliers vers sa chambre, j'ai crié « BJ, viens ici, maintenant ». Il m'a jeté un regard étonné, comme s'il n'était même pas conscient de ma présence. Après un moment, il a dit dans son téléphone portable « Je dois y aller. Le vieux a besoin de moi. On se reparle plus tard ». Ensuite, il a envoyé quelques mots par message et s'est déconnecté. Puis, il m'a regardé sans s'éloigner des escaliers. Quoi ? Son ton m'a agacé, mais c'était un adolescent. Juste voulu te parler. Tu sais où est ta mère ? Il m'a regardé pendant une seconde, puis a reporté son regard sur les escaliers. Il était évident qu'il avait mieux à faire. Je ne l'ai pas vue. Ce n'est pas si inhabituel, pourtant. Elle est souvent absente de la maison. Il m'a regardé avec l'arrogance et le mépris mondain que seul un adolescent de 14 ans est capable d'avoir et a dit « C'est ta femme. Pourquoi tu ne sais pas où elle est ?» J'aurais pu faire ce que mon vieux aurait fait à ce moment-là et lui donner une claque sur la tête. Mais mon vieux était un mineur de Virginie occidentale de 6 pieds 2 pouces, 240 livres, et il vivait à une époque plus simple. Bill Jr. était presque aussi grand que moi, et bon sang, si j'avais laissé la moindre trace de lui, les services sociaux auraient été sur moi dès le lendemain. J'aurais été arrêté, et mon portrait aurait été en première page du TU avec pour titre « Un haut responsable de la SA arrêté pour maltraitance infantile ». Alors j'ai juste haussé les épaules et dit « As-tu fait tes devoirs ?» Il s'apprêtait à se détourner et à m'ignorer quand j'ai dit « Tu montes ces escaliers sans répondre à cette question, et tu seras privé de sortie pendant 2 semaines. » Il s'est arrêté, s'est retourné en plein milieu de l'escalier, et m'a regardé comme si j'étais un insecte grotesque sortant de sous un rocher. « Tu n'iras pas, essaie, ai-je dit, en utilisant le ton que j'utilisais pour informer l'avocat adverse que l'offre que je proposais serait annulée dans 30 secondes. Ce que maman dit est sans importance, et tu peux lui dire que c'est ce que j'ai dit. Tu réponds à ma question ou oublies de sortir avec tes amis pendant 2 semaines. Et si je dois rentrer tôt pendant 2 semaines, je le ferai. » Il prit une profonde inspiration. J'ai 20 pages d'anglais et 2 pages de problèmes d'algèbre à lire. D'accord, monte et commence à étudier. Il se tourna mais dit assez fort pour que je l'entende, et qu'il puisse le nier plausible, mon Dieu, quel connard. Pas étonnant que maman fasse autant de promenades. Il se retourna pour me regarder en souriant, et je me contentais de sourire en retour. Je pense que c'est ce qui l'a énervé. La prochaine fois que j'ai entendu une voiture dans l'allée, je me suis levé de ma chaise et ai regardé l'horloge au mur. 11 heures du soir. Je suis sorti de la maison et ai regardé par la fenêtre l'allée. Une Audi sportive à 2 places s'est arrêtée dans l'allée circulaire. La voiture s'est arrêtée un instant. J'ai distingué 2 silhouettes à l'intérieur. Alors celui aux cheveux longs s'est penché pour ce qui aurait pu être un baiser bref, mais un baiser, et la portière côté passager s'est ouverte. Comme je m'y attendais, ma femme aux cheveux blonds a sorti ses longues jambes et s'est levée. Elle s'est penchée pour faire signe au conducteur, et à cet instant j'ai vu un jeune homme aux cheveux foncés derrière le volant. Je n'étais pas sûr, mais je pensais que c'était un autre professeur adjoint du département de commerce. Alors que Debbie se dirigeait vers la maison, j'étais sûr qu'elle ne se rendait pas à son travail d'enseignante dans cette tenue. Pas une tenue de professeur. Elle est donc rentrée chez elle, a changé de vêtements, en supposant qu'elle était allée travailler, puis est sortie pour une longue soirée. Avec quoi, je me demandais. Et avec qui? Mais j'ai décidé d'être poli. Je suis retourné dans la pièce et me suis assis devant la télévision, versant quelques gorgées d'alcool dans mon verre et passant de Fox à MSNBC pour regarder les débats des têtes parlantes. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis ses pas entrer dans la maison. Les pas se sont arrêtés lorsqu'elle s'est approchée de la porte de la pièce. Sans me retourner,
j'ai réalisé qu'elle s'était arrêtée et m'avait vu assis là. Je me demandais si elle allait dire quelque chose. Comme je m'y attendais, elle n'a rien dit, a simplement continué à monter les escaliers, se dirigeant évidemment vers notre chambre. Après un moment, j'ai entendu la douche couler. Puis plus rien. À minuit, Kelly est entrée, a jeté un coup d'œil dans ma chambre, puis est montée à l'étage également. Je suis resté assis à ne rien faire jusqu'à minuit 30, quand j'ai réalisé qu'il était temps d'aller me coucher. J'avais repoussé l'échéance autant que possible. J'ai éteint la télévision et suis monté les escaliers. En arrivant dans la chambre, toutes les lumières étaient éteintes. Seule la lumière du couloir m'a montré la silhouette sur le lit de Debbie. Elle n'a rien dit quand je suis entré. J'étais sur le point de dire quelque chose, mais j'ai décidé que cela n'en valait pas la peine. Laissez-la entamer la conversation elle-même si elle avait quelque chose à dire. Après tout, c'était elle qui m'avait dit qu'elle ne voulait ni me voir ni m'entendre ce matin-là. J'ai pris une douche rapide, me suis changé dans la pièce dressing, et remis mon pyjama, et me suis dirigé silencieusement vers mon côté du lit. En me glissant sous les couvertures, j'ai fixé le plafond pendant quelques minutes. À côté de moi, j'ai entendu la respiration lente et rythmée de Debbie. Elle faisait semblant de dormir, mais je pouvais dire qu'elle était éveillée. Sa respiration était trop lente et régulière. Je n'allais pas la regarder pour voir si ses yeux étaient ouverts. Finalement, je me suis retourné de mon côté, loin d'elle, et me suis endormi d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, je me suis levé tôt encore une fois, je me suis habillé et j'ai quitté la maison sans lui dire un mot. En chemin pour le travail, j'ai grignoté un biscuit œuf bacon chez Hardee's. Je me suis plongé dans mon monde de meurtre, de tromperie et de chaos et j'ai vraiment apprécié mon travail, peut-être un peu plus que d'habitude. Je n'avais pas de nouvelles de Debbie. Ni sur mon téléphone portable, ni sur mon téléphone professionnel, rien. C'était comme si je n'avais pas de femme. La seule chose qui me faisait penser à elle, c'était quand Cheryl a jeté un coup d'œil dans mon bureau un instant et a demandé « Quoi de neuf, Bill ?» Rien. Et qu'a-t-elle dit? Pas un mot. Comment? Quand je suis rentré chez moi, elle n'était pas là. Elle est arrivée vers 11 heures dans une voiture appartenant à un beau jeune professeur qui travaille avec elle à l'UNF. Je pense qu'elle lui a fait la bise pour lui souhaiter bonne nuit. Ensuite, elle est rentrée dans la maison, a pris une douche et est allée se coucher. Pas un mot. Mon Dieu, Bill, je suis tellement désolé, mais pourquoi tu n'as pas? Je n'en avais pas envie, je suppose, Cheryl. Je commence à penser que je n'ai aucun doute sur ce qui se passe ici, et c'est à elle de commencer à éclaircir les choses. Cheryl m'a juste regardé, puis a dit « Je sais que ça va être difficile, Bill, mais tu dois parler. Bon sang, tu es avocat. Tu sais que tout doit être discuté. Je vais prendre cela en considération. Je savais que je devais rentrer chez moi, mais je n'arrivais pas à me résoudre à le faire. J'ai cherché un bar, et sur le chemin du retour vers ma maison à Mandarin, j'en ai vu un qui venait d'ouvrir il y a quelques semaines seulement. Dernier appel. C'était un bar assez grand à côté d'un petit centre commercial. Sur un coup de tête, je me suis arrêté et suis entré à l'intérieur. Tout à l'intérieur était moderniste, bois sombres et miroirs, chaises à de petites tables, un long comptoir de bar et des plantes vertes dans un coin. Il y avait une zone légèrement surélevée d'un côté où se trouvait un piano, donc c'était évidemment là que se déroulait parfois l'animation. Heureusement, il n'y avait personne là pour l'instant car je n'avais pas envie d'écouter de la musique. Un homme hispanique de taille moyenne avec une grosse touffe de cheveux noirs s'est approché de mon siège derrière le bar, s'est présenté comme le propriétaire et m'a offert une boisson gratuite pour fêter la première semaine. Je lui ai demandé de me servir une bière. Je pouvais peut-être en payer 2, et ensuite je rentrais chez moi. Je ne pouvais pas, en tant que cadre supérieur, me permettre une arrestation pour conduite en état d'ivresse. J'ai bu ma première bière aussi longtemps que j'ai pu tout en observant les clients qui arrivaient. Entre 6 et 8 heures du soir, l'endroit s'est assez rempli. J'ai ensuite commandé une deuxième bière et je l'ai bu jusqu'à presque 10 heures. Mon téléphone portable n'a pas sonné la première fois. Debbie avait l'habitude que je sois en retard, mais généralement vers 8 heures, elle commençait déjà à se demander quand je rentrerais à la maison.
Je me demandais si elle avait appelé parce qu'elle n'était pas rentrée avec le jeune professeur. Incapable de repousser davantage, je suis rentré dans l'allée et j'étais à la maison en 20 minutes. Les lumières étaient allumées dans la cuisine et le salon. En utilisant ma clé, j'ai pénétré dans la maison et la première chose que j'ai faite a été de regarder autour de la cuisine. Il y avait une côtelette de porc, du riz et des légumes dans une assiette dans le micro-ondes. Comme auparavant, je n'avais pas d'appétit. J'ai été tenté de jeter le plat à la poubelle, mais je l'ai remis dans le réfrigérateur. Peut-être que les enfants le mangeraient demain. En passant devant la pièce, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vue assise sur une chaise devant une grande table basse en verre. On aurait dit qu'elle étalait des papiers et les parcourait. Elle avait un verre rempli de ce qui semblait être du vin blanc et une compilation de ses albums préférés de Cranberries et de Human League qui passaient sur la chaîne stéréo. Elle ne m'a pas regardé en passant à côté d'elle, et je ne lui ai rien dit. Je suis monté à l'étage, j'ai pris une douche et je me suis couché. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis soudainement senti fatigué. Je crois que je me suis endormi avant même que ma tête touche l'oreiller. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais seul dans le lit, et il ne semblait pas qu'elle y avait passé la nuit. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, sur le point de quitter la maison, et je l'ai vue recroquevillée sur le canapé. Elle portait toujours son chemisier et une jupe similaire à celle qu'elle portait au travail. Elle était froissée comme tout. Alors que je me tenais à côté d'elle, elle a soudain relevé la tête, l'a secouée légèrement et a ouvert les yeux, plongeant son regard dans le mien. Je pense que nous étions tous les deux aussi surpris l'un que l'autre. Un instant plus tard, je suis sorti avec ma serviette, j'ai pris mon escalade et je suis parti travailler. C'était vendredi, et nous nous préparions pour le procès qui devait commencer le lundi suivant avec la sélection du jury. Un vendredi comme celui-là, il y a toujours 10 millions de petits détails à régler, alors j'ai travaillé comme un forcené et je n'ai même pas éteint les lumières de mon bureau avant 22h30. Quand je suis rentré chez moi, il était déjà 23h30. Comme d'habitude, la maison était sombre et silencieuse. J'ai regardé dans le réfrigérateur et j'ai vu des notes de Bill. Junior disant qu'il passait la nuit chez un ami, et de Kelly disant qu'elle allait à un concert avec des amis et qu'elle passerait la nuit chez les parents d'un ami. Les deux enfants avaient laissé leur numéro de contact, et j'ai rapidement appelé les deux numéros. Leurs histoires se sont vérifiées, et je connaissais les deux parents, donc j'étais tranquille pour eux. Où était Debbie? Sa Nissan avait disparu. Je suis passé devant la pièce et monté à la chambre. Elle n'était nulle part en vue. J'ai commencé à me demander pourquoi cela me surprenait, et pour la première fois, je me suis demandé à qui je pourrais me tourner pour un divorce si les choses se passaient ainsi. J'ai secoué la tête, réalisant ce à quoi je pensais. Un divorce quelques jours après une dispute? Mais que diable s'était-il passé? J'ai failli attraper mon téléphone portable pour l'appeler, mais je me suis arrêté. Je savais que c'était stupide, mais je ne pouvais pas me résoudre à composer son numéro. Je n'avais rien fait de mal. C'était elle qui avait provoqué toute cette situation, et l'avait ensuite aggravée avec ses réactions incroyablement suspectes. Peut-être n'aurais-je pas dû l'accuser d'infidélité, mais bon sang, il fallait vraiment être un idiot complet pour ne pas se demander ce qui se passait après qu'elle se soit comportée ainsi. Elle avait tort. Elle me dégoûtait. Elle sortait avec des gens que je ne connaissais pas, rentrait avec des jeunes hommes que je ne connaissais pas, flirtait avec eux. Elle était amicale et merveilleuse avec tout le monde sauf le pauvre type qui avait travaillé dur pendant 17 ans pour lui offrir, à elle et aux enfants, une bonne vie. Ce n'était pas à moi de faire le premier pas. Ce soir-là, je n'avais même pas à réfléchir à ce que je devais faire. J'avais à peine l'énergie de prendre une douche, de me débarrasser de la saleté et de la sueur. Oui, même les avocats transpirent pendant une longue journée, et de me mettre au lit. Encore une fois, je me suis presque évanoui. J'ai eu un de ces moments où l'on ne réalise pas où l'on est quand on se réveille. Après quelques secondes, j'ai réalisé que j'étais dans mon propre lit. Mais quelque chose était étrange. Et puis ça m'est apparu. J'étais seul au lit. J'ai regardé l'horloge sur la table de nuit. Il était 10 heures du matin. J'ai regardé autour du lit. Elle n'y avait jamais dormi. Je suis descendu de lit et j'ai pris la direction du rez-de-chaussée. Peut-être était-elle rentrée tard et avait dormi dans la chambre.
Peut-être était-elle debout et préparait le petit déjeuner. Bien qu'elle ne le fasse pas souvent, c'était possible. La maison semblait plus grande, plus calme et plus vide qu'elle ne l'était en réalité. Sa Nissan était toujours absente. Il n'y avait aucun signe de son retour la veille au soir. J'ai parcouru la maison 3 fois, mais cela n'a pas changé les faits. J'ai essayé de me rappeler si quelque chose de tel s'était déjà produit au cours de nos 17 ans de mariage. Je savais que ce n'était pas le cas. Une dispute, 4 mots courts, et il semblait que notre mariage s'effondrait comme un château de sable emporté par la marée. Peut-on vraiment être si aveugle au point de passer des mois, voire des années, sans voir tous les signes? J'aurais pu commencer à appeler des gens. Mais j'étais un mari prématurément vieilli, peu attirant, incompréhensif, dont la femme passait la nuit hors de la maison sans me dire où ni ce qu'elle faisait. Qu'elle aille au diable. Je me suis habillé et je me suis dirigé vers le Waffle House le plus proche. Toutes leurs spécialités étaient des dangers pour la santé, mais j'adorais leurs omelettes moelleuses, et là, je me fichais de surveiller ma ligne. Je suppose qu'il était trop tard pour ça. Il était presque midi, et je rinçais le reste de mon omelette et de mon bacon croustillant avec ma 4e tasse de café lorsque mon téléphone portable a sonné. Je l'ai décroché automatiquement, pensant que c'était un des enfants. « Bill !» J'ai avalé la dernière gorgée de café et ai répondu « Salut, Roy !» Roy Bascom était mon beau-père. Nous nous entendions plutôt bien. Il possédait un magasin de pneus à Northside et louait également quelques maisons. « Salut, Bill. J'ai essayé d'appeler chez toi, mais je n'ai pas eu de réponse. Je ne suis pas là. Oui, c'est ce que je pensais. Bill, je voulais juste t'appeler pour te dire. Debbie est chez nous en ce moment. Debbie, c'est intéressant. Je connaissais une fille nommée Debbie. Nous parlions de la même personne. Il y eut un silence assez long, puis, elle nous a dit que vous aviez des problèmes et que vous auriez pu être contrarié quand je t'ai appelé. Mais je ne voulais pas que vous vous inquiétiez de l'endroit où elle était. Pourquoi devrais-je m'inquiéter, Roy? Juste parce qu'elle ne rentre pas à la maison toute la nuit et ne me laisse aucun mot pour me dire si elle est morte, vivante ou en train de s'amuser avec une douzaine de gars quelque part? Tu parles comme si j'avais réellement une femme ou quelque chose, pas une femme qui dépense mon salaire puis part avec d'autres hommes. Bill, arrête de parler comme ça. Tu parles de Debbie, ta femme, notre fille, la mère de tes enfants. Tu sais qu'elle ne te trompe pas. Le sais-je, Roy? Comment le saurais-je? Elle est souvent absente de la maison, et je ne sais que ce qu'elle dit de ce qu'elle fait. Et avant-hier soir, j'ai vu un jeune homme avec qui elle travaille la déposer à 11h du soir, et elle l'a embrassé pour lui dire bonne nuit. T'a-t-elle parlé de ça? Au fait, à quelle heure est-elle arrivée chez toi hier soir? Bon sang, je crois avoir compris ce qui la préoccupait. Elle a dit que vous aviez eu une dispute à propos de quelque chose de stupide, que vous l'avez accusée de te tromper et que vous ne lui avez pas adressé la parole depuis. Et tu te trompes à propos de son baiser. Elle nous a parlé de cette rencontre. C'était une réunion universitaire, et le gars qui lui a donné un lift était un de ses amis. Elle a été récupérée par une femme avec qui elle travaille, mais elle a eu une urgence et a dû partir tôt, alors le gars que tu as vu s'est porté volontaire pour la ramener chez elle. Il n'y a pas eu de baiser. Quant à son arrivée ici, Bill, elle est venue directement de l'école à 17h30 et est restée ici toute la nuit, à moins que tu penses que nous mentons pour elle. Es-tu vraiment allé aussi loin? Roy, c'est ta fille, et je sais que tu la soutiendras. Bien que je pense qu'après m'avoir connu pendant 19 ans et avoir été un bon mari et un bon père pour tes petits-enfants, tu pourrais me donner un peu d'avance. Et si elle devait te voir, pourquoi n'a-t-elle pas laissé de mots? Ou n'a pas appelé? Ou n'a rien fait pour m'empêcher de me réveiller le matin et de découvrir qu'elle avait passé la nuit avec quelqu'un d'autre et de commencer sérieusement à réfléchir à la façon dont nous allons diviser nos biens? Je sentais la colère monter en moi, une marée noire, et j'essayais de garder ma voix calme. À bien y réfléchir, si elle se soucie tant, pourquoi diable ne me parle-t-elle pas maintenant? Pourquoi doit-elle faire appeler mon père? Après un moment, il a dit d'un ton désolé, « Je sais qu'elle a eu tort de ne pas te prévenir de son lieu, Bill. » Je lui ai dit qu'elle aurait dû le faire. Et elle ne répond pas au téléphone parce qu'elle ne veut pas te parler. Je dois te dire que je te connais depuis avant que tu sois marié,
et je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle est tellement en colère contre toi. Je pense que tu l'as vraiment blessée en l'accusant d'être infidèle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux reprendre ces mots. J'ai pris une dernière gorgée de mon café. D'accord. Voyons si j'ai bien compris. Elle a dit des mots qui m'ont contrarié, mais je dois faire avec. Et j'ai dit des mots qui l'ont contrariée, et elle agit comme si le mariage était fini à cause de ce que j'ai dit. Est-ce vrai? Quand il n'a pas répondu, j'ai dit, d'accord, si tu pouvais, transmets un message à ta fille de ma part. Dis-lui que si c'est ainsi qu'elle se sent, je m'en fiche si elle revient un jour. Oh, et n'oublie pas de lui donner ceci. Mot pour mot, va te faire foutre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, bien que je doutais qu'il le ferait. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai réfléchi à l'appel. D'une certaine manière, j'étais soulagé. Elle ne s'était pas amusée avec son copain de l'ONU la nuit dernière, mais bon, elle aurait pu le faire à tout moment si elle l'avait voulu. Et rester dehors toute la nuit et me laisser délibérément dans l'ignorance n'était pas ce qu'une épouse aimante était censée faire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise un moment et j'ai réfléchi à ce que j'allais faire aujourd'hui et dimanche. D'habitude, je resterais à la maison, regarderais la télé, ferais peut-être quelque chose de ma liste, sortirais manger, ou ferais un peu de shopping avec Debbie. J'aurais pu retourner au bureau, mais soudain j'ai réalisé ce que je voulais faire. De plus, j'avais l'avantage supplémentaire de rester à la maison si Bill ou Kelly revenaient. Je suis rentré chez moi et me suis assis devant le grand ordinateur de bureau que j'utilisais dans le petit bureau attenant à notre chambre. J'ai lancé un programme espion que j'avais installé sur tous les ordinateurs et portables de la maison. Comme nous utilisions le DSL, tous les signaux envoyés ou reçus sur n'importe quel ordinateur étaient copiés par le programme espion. Je connaissais mes mots de passe, ceux de Bill Jr. S et de Kelly, alors je les ai simplement supprimés, ainsi que les autres restants, même sans connaître les mots de passe de Debbie, ils sont automatiquement devenus les siens. J'avais toute la journée, alors je suis remonté 6 mois en arrière et j'ai commencé à parcourir les messages de Everell. Comme elle était professeure, il y avait des tonnes de messages d'étudiants, d'autres professionnels, de l'université, et quelques-uns d'amis de ses jours d'université. Mais rien d'extraordinaire. Je ne leur ai pas prêté attention au début. J'étais en train de défiler machinalement les messages quand j'ai trouvé que le nom dans le message qui lui était adressé me semblait familier. J'ai regardé de plus près. Lancelot 4U. Le message que je regardais datait de 3 mois auparavant, et il mentionnait simplement une réunion qui avait été annulée pour le mardi soir. Lancelot disait qu'il savait qu'elle partait tôt, et le président lui avait demandé de la contacter pour qu'elle ne fasse pas un voyage inutile. Ce n'était rien de personnel, mais j'ai commencé à remonter le fil et j'en ai trouvé d'autres, de lui à elle et d'elle à lui. Des messages sur les plans de cours, des rendez-vous pris ou annulés, des jeux de pouvoir au bureau, juste des salutations. De temps en temps, elle le taquinait à propos du rendez-vous galant qu'il allait avoir ce week-end et lui disait de faire attention s'il ne pouvait pas se comporter. Le plus personnel que j'ai pu trouver était qu'un jour, il lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de se retenir s'ils sortaient ensemble car il savait qu'elle était une bonne épouse chrétienne. Mais dans sa réponse suivante, elle lui avait écrit « Lance, ne plaisante même pas comme ça. C'est comme ça que naissent les sales rumeurs. Si quelqu'un au bureau ou quelqu'un chez moi voit ça, ils ne sauront pas que nous sommes juste de bons amis. Tu sais qu'on ne peut pas entendre le ton de la voix d'une personne à travers un écran d'ordinateur. Je sais que tu plaisantes, mais mon mari ne le prendrait pas ainsi. Je mourrais, mon Dieu, s'il pensait un jour que je flirtais avec toi. » Et dans le suivant, il écrivit « Je suis désolé, Deb. Tu sais que je ne ferai jamais rien pour te mettre mal à l'aise. Je n'ai pas réfléchi. Toi et moi savons que tu es la plus belle femme sur ce campus, mais je ne m'amuse pas avec les femmes mariées, et je sais que tu aimes ton mari d'après ce que tu m'as toujours dit. Je ne me laisserai pas taquiner de la sorte à nouveau. J'ai réfléchi à ce que j'avais lu. C'était complètement innocent à part la première allusion flirtante, et elle l'a immédiatement écarté. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais sûr que c'était le même jeune homme aux cheveux foncés qui lui avait donné un lift jusqu'à chez nous ce soir-là. Bien que cela semblât innocent en apparence,
Peut-être était-ce mon cœur de procureur sombre cherchant des secrets sous les mots innocents. J'ai senti une amitié au-delà de la relation habituelle entre collègues, du moins de la part de Debbie. Et Lance ne serait pas le premier célibataire à jurer à une femme mariée séduisante qu'il ne se mêlerait jamais à une femme mariée, jusqu'à ce qu'elle soit dans son lit. Alors j'ai continué à lire. Il y a 2 mois, Deb à Lance, je ne saurais jamais te remercier assez de m'avoir aidé pour ce projet d'évaluation. Sans ton aide, cela m'aurait pris 1 mois de plus. Et tu n'en tires rien si ce n'est ma gratitude car cela passe sous mon nom. Je me sens mal de profiter de ta gentillesse. Tu devrais sortir avec des jeunes filles et non pas passer des heures à faire le travail que je devrais faire chez moi. Mais si j'essayais de tout faire moi-même, je ne verrais jamais mes enfants du tout. Lance à Deb, pas question. Si je ne t'aidais pas, je serais probablement en train de me saouler et de courir après les femmes si je ne le faisais pas. Cela m'évite des ennuis. Et ça me fait plaisir que tu passes plus de temps avec tes enfants, enfin, et avec ton mari, bien sûr. Deb à Lance, mes enfants. Bill est plus intéressé par ce qu'il y a à la télé que par ce que je fais. Il rentre à la maison et la première chose qu'il fait, c'est s'asseoir devant ce qu'il appelle notre télé, l'écran géant de l'enfer. Parfois je pense qu'il l'apprécie plus que moi. Oups. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste, Lance à Deb, je comprends. Vous êtes mariés depuis longtemps. Il a quel âge, 40 ou 45 ans? Les hommes ralentissent en vieillissant. C'est difficile pour moi d'imaginer quelqu'un préférant regarder la télé plutôt que de passer du temps avec toi, mais je suis encore jeune. Quand j'atteindrai 30 ans, je penserai probablement différemment. Deb à Lance, en tout cas, rougit. Je ne te vois jamais te laisser aller comme l'a fait Bill. J'ai essayé de le convaincre de venir au gym avec moi, mais il ne cesse de dire qu'il n'a pas le temps. Il est devenu ce pneu de secours de la quarantaine. Je n'ai jamais cru qu'il était possible de faire disparaître un quart de gras sur le ventre d'un gars, mais ce que tu as fait à cette fête le mois dernier m'a bluffé. Je n'arrive pas à t'imaginer avec une bedaine. Et sur cette note rougeoyante, il est temps pour moi d'aller me coucher. Lance à Deb. Fais de beaux rêves, Deb. Deb à Lance. Oublie que j'ai écrit ça, mais si je continue à penser à tes abdos, je vais passer une nuit très agréable. Bonne nuit. Après avoir lu cet échange, je suis resté là à me demander si je voulais continuer à lire. Et ce fils de chienne savait ce qu'il faisait en me recrutant comme amant invétéré. Et ma douce et fidèle épouse, au lieu de me défendre, lui a pratiquement dit qu'elle voulait ses abdos, pas mon âge mûr. J'ai continué à lire. Il y a 1 mois, Deb à Lance. Désolé de ne pas avoir eu l'occasion de te parler aujourd'hui. J'ai été occupé. J'apprécie vraiment nos déjeuners. Honnêtement, la journée ne semble pas aussi amusante quand on ne peut pas se retrouver pendant 1 heure ou 2. Mais il y aura toujours demain. As-tu entendu les derniers potins? Lance à Deb. Tu m'as aussi manqué. Ne le prends pas mal, mais tu sais que tu es un régal pour les yeux. C'est ce que les jeunes appellent ça. Même si nous ne sommes que des amis, j'aime toujours te regarder. Je suis un cochon. J'admets ma culpabilité. Et en ce qui concerne les potins, je suppose que tu parles du professeur Amarillo et de l'entraîneur Johansson? Deb à Lance. Oui, imagine ça. Dans son bureau, en plus. Ils disent que son mari les a surpris en plein milieu d'eux. Tu sais, je l'ai rencontrée. Elle est jolie, mais elle est vieille. Elle doit avoir la cinquantaine, et Johansson a seulement 35 ou 40 ans. Oh, mon Dieu, je n'arrive pas à croire que j'ai écrit ça. Mais bon, ça fait si longtemps que je n'ai pas eu de vrai plaisir que parfois j'oublie à quoi ça ressemblait. Je suppose qu'on en avait, si je peux me souvenir jusque-là. Mais maintenant, Bill n'est plus le même. Je te détruirai si tu souffles le mot de ça. Et il a manqué d'air après 5 ou 6 minutes. J'ai honte de te dire ça, mais je ne peux pas lui en parler. Et parfois j'ai l'impression que je vais hurler si je ne peux pas dire à quelqu'un ce qui se passe, ou ne se passe pas, dans ma vie. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer les journées avant de te rencontrer. Je peux être honnête avec toi parce que nous ne sommes ni mariés ni amants. Nous sommes amis, et c'est un ami dont j'ai besoin en ce moment. Lance à Deb. Tu sais que tu peux tout me dire, Deb. J'aimerais t'aider, je veux dire, physiquement.
Penses-tu pouvoir continuer comme ça éternellement? Deb balance. Quel choix ai-je? Nous sommes mariés depuis 17 ans. Nous avons 2 enfants. Il a tout fait pour me rendre heureuse. Je sais qu'il n'y a rien dans ce monde que je pourrais lui demander de faire pour moi et qu'il ne ferait pas. Le foutu truc, c'est qu'il est un si bon homme. Et je devrais l'aimer tellement plus que je ne le fais. Ne me comprends pas mal, je l'aime. Et même si toi et moi flirtions parfois, et peut-être allions plus loin qu'une femme mariée d'âge moyen ne devrait, je sais que tu sais que je l'aime. Si je ne l'aimais pas, je lance à Deb. Ne dis rien. Ne l'écris pas. Je sais à quoi tu penses. Mais je sais que tu l'aimes. Tu l'aimes, pas moi. Et je ne vais pas être celle qui vous sépare. Deb se tourne vers Lance. Je sais que tu pourrais. Tu sais, si tu étais un connard comme beaucoup de jeunes ici. Mais tu étais un gentleman. Un bon homme. C'est pourquoi je t'apprécie tellement. Je dirais juste que j'espère que tu sais quel ami spécial tu es devenu. Et maintenant je vais me retirer. Ma femme est tombée amoureuse d'un autre homme. Elle essayait juste de rassembler le courage de tomber dans son lit. Et dès qu'elle l'a fait, notre mariage était fini. Ce salaud avait 10 ans de moins que moi. Il avait des abdos en béton. Ma femme bavait devant lui et admirait sa retenue. Et moi j'étais un gros, chauve, ennuyeux d'âge moyen. Je me suis forcé à continuer à lire. Il n'y avait pas beaucoup de publications compromettantes après la dernière. Puis j'en ai trouvé une de Deb à son Lancelot, datée d'il y a 2 semaines. Deb, je suis désolé de ne pas être passé déjeuner aujourd'hui, Lance. J'avais envie d'appeler et de mentir en disant que j'étais occupé ou quelque chose de dernière minute. Mais ensuite j'ai réalisé que je ne pouvais pas te mentir comme ça. Nous sommes devenus 2 bons amis. Tu mérites la vérité. J'ai décidé qu'il fallait qu'on se calme, qu'on prenne du recul. Je sais que tu me considères comme une amie, mais je sais aussi que tu es attiré par moi. C'est flatteur. Tu es un beau jeune homme, et tu n'as aucune idée à quel point tu flattes mon ego en flirtant avec moi. Mais j'ai toujours été clair sur le fait que je suis une femme mariée fidèle. Remarque que je n'ai pas dit une femme mariée heureuse. Tu me connais trop bien pour que je dise ça. J'ai été beaucoup plus honnête avec toi sur mon mariage et les problèmes que nous avons que je ne l'aurais dû l'être avec quelqu'un d'autre. Le pire, c'est que je me sens beaucoup plus proche de toi que de Bill. C'est mon mari, mais il ne sait même pas que notre mariage est en train de mourir lentement. Il ne comprend rien. Un homme si intelligent, si habile au tribunal. Mais dans la vraie vie, dans notre mariage, il est un échec. Il a perdu mon désir, mon respect, et il est en train de perdre peu à peu mon amour. Je me sens comme un animal pris au piège. J'ai essayé 1000 fois de trouver des moyens de redonner vie à notre relation, à notre mariage. J'ai pensé à essayer de revitaliser nos vies. Mais bon sang, je ne suis pas une si bonne actrice. Peu importe à quel point il est intelligent ou bon avocat, en tant qu'homme, en tant qu'animal mâle, il ne me satisfait plus. Et cela fait très longtemps. Je pense que peut-être être père et avocat à succès lui suffit. J'ai toujours su qu'il était discret. Ennuyeux, je suppose. Il n'était pas un fêtard à l'université, et j'adorais danser et faire la fête. Plus il y en avait, mieux c'était. Mais en vieillissant, ça a empiré. Il faut le traîner aux fêtes, et il n'y va que s'il y a une raison politique d'y être vu. Il ne danse pas ou n'aime pas danser. J'ai organisé ma vie sans lui. La plupart du temps, quand je lui dis que je suis à une réunion de faculté, je suis avec des filles de l'école ou des filles et des garçons, comme les fois où nous sommes allés danser. Je n'ai rien fait de mal, mais je veux être quelqu'un d'autre qu'une épouse et une mère pendant quelques heures, au moins. Je veux que les hommes me regardent et m'admirent. Mon Dieu! Qu'il ne soit pas l'un de ces hommes. Mais je m'en fiche maintenant. Je ne le vois plus de cette façon. Je ne peux pas faire semblant et je ne peux pas lui dire que je suis allé à des fêtes sans lui, même si je n'ai rien fait de mal avec des hommes, car que dirais-je quand il me demandera pourquoi j'ai menti sur l'endroit où je vais? Vais-je lui dire que je suis plus heureuse quand il n'est pas là? C'est vrai, mais ça passera comme un ballon. Quoi qu'il en soit, cher ami, je n'avais pas l'intention d'écrire un roman ici. Je voulais juste me défouler et te faire savoir pourquoi nous ne déjeunerons plus ensemble ou ne nous verrons plus beaucoup.
D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que les choses sont sur le point d'exploser, de changer. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais je ne pense pas pouvoir vivre comme ça longtemps. Et si le pire ou le meilleur arrive, et que je ne suis pas marié dans quelques mois ou plus, je ne veux pas que tu sois près des décombres. Je ne veux pas que quiconque, pas Bill, pas mes enfants, pas nos amis, soupçonne que notre relation, notre amitié, ait eu quelque chose à voir avec l'effondrement de mon mariage. Parce que ce n'était pas le cas. Tu as été un gentleman et un ami quand j'avais besoin d'un ami. Tu auras toujours une place dans mon cœur, et si les choses s'arrangent avec Bill pour moi, d'une manière ou d'une autre, je ne t'oublierai jamais et espère que tu mèneras une vie heureuse. Toujours ton ami, Debbie. Je suis resté ainsi pendant des heures, car l'instant d'après, la qualité de la lumière venant de l'extérieur a changé. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était 6 heures du soir. Je ne sais même pas à quoi je pensais pendant toutes ces heures. Je devais sûrement imaginer comment ma vie allait se dérouler. Je pensais à ce que ce serait de rentrer dans une maison ou un appartement vide quand Debbie serait avec un autre homme, à quoi ressemblerait le fait de voir mes enfants seulement de temps en temps, et je n'étais même pas sûr que cela allait se produire. Comment serait-il de se coucher seul pour la première fois en une demi-vie et de ne pas entendre sa respiration à côté de moi? Comment vais-je faire les courses juste pour moi? Des petites choses, mais 20 ans plus tard, elles étaient tout aussi importantes. Elles faisaient partie de toute ma vie, et la perdre était comme arracher et déchirer une partie de mon corps. Parce que maintenant je n'avais aucun doute qu'il n'y aurait pas de nous dans le futur. Il n'y aurait pas de famille Maitland vivant dans une maison confortable sur le Mandarin. C'était déjà du passé. Et maintenant je savais pourquoi, dans son esprit, notre mariage faisait déjà partie de son passé. D'une manière ou d'une autre, je me suis forcé à revivre. J'ai imprimé des copies de toutes les lettres de et à elle au cours des 6 derniers mois, y compris les lettres correspondantes à Edolance. Non pas que j'en avais besoin pour une raison légale. L'adultère n'est pas un facteur dans le divorce aujourd'hui, du moins en Floride où le divorce sans faute est la loi du pays depuis plus d'une génération, et elle pourrait même prétendre qu'elle n'avait pas eu d'aventure émotionnelle avec un autre homme. Je pourrais argumenter que c'était une aventure, mais alors quoi? Elle n'avait évidemment pas couché avec ce type, s'était amusée avec lui, peut-être l'avait-elle embrassé quelquefois. Cela ne faisait aucune différence. Je savais que je devais lui parler de ses lettres. La faire admettre qu'elle était tombée amoureuse de ce type. Ou du moins, qu'elle était tombée hors de l'amour pour moi. Mais encore une fois, alors quoi? Si elle l'admettait, qu'est-ce que ça changerait? Je l'avais perdue. Oh, je pourrais me battre pour nous faire entrer en thérapie, pour essayer de ralentir les choses suffisamment pour me donner une chance de la reconquérir. Mais à qui je faisais croire? Avec ce que je savais maintenant, la thérapie ne changerait rien. Et je pensais qu'elle rirait juste si j'essayais de jouer le séducteur au lit. Chaque fois que j'étais avec elle, je l'imaginais mentalement désirant les abdos plats de lance et les comparant au ventre de mon vieux. À 8 heures ce soir-là, ni Bill Jr., ni Kelly n'étaient arrivés. J'ai appelé les maisons où ils séjournaient et on m'a dit que leur mère les avait récupérés. Apparemment, elle les avait emmenés chez ses parents pour passer le week-end. Oh, c'est génial! Maintenant j'aurai un appartement gratuit. Je me suis assis devant la télévision sombre de l'enfer et j'ai essayé de réfléchir à quelque chose à faire. Je me sentais comme une tortue que de petits garçons avaient ramassée et posée sur mon dos. Je pouvais tourner en rond, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas avancer, et je ne pouvais pas reculer. Quand j'ai finalement commencé à bouger, j'étais étonné de moi-même. Je suis monté à l'étage dans notre chambre, j'ai sorti 2 valises du placard et j'ai commencé méthodiquement à y mettre des pantalons, des chemises, des chaussures, des manteaux et des articles de vêtements d'hiver pour qu'il y en ait suffisamment pour quelques semaines et que je n'ai pas apporté les mêmes choses 2 fois. J'ai rempli l'arrière de l'escalade puis je suis retourné à la maison pour prendre des dossiers de cours et des disques d'ordinateur d'hiver. J'ai fait une deuxième impression en masse de tous les emails de Debbie pour m'assurer de n'en avoir manqué aucun et en avoir une copie au cas où quelque chose arriverait au premier lot, puis je les ai effacés avec un programme de suppression qui ne laissait aucune trace que quiconque aurait pu recréer. J'ai pensé à effacer les dossiers de Bill Jr. Et Kelly,
mais elle devait s'attendre à ce que je surveille leur utilisation de l'ordinateur. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que je l'espionne, et si cela n'avait pas été pour les événements des derniers jours, je n'aurais jamais regardé son ordinateur. Bien sûr, j'aurais été beaucoup plus heureux si je ne les avais jamais regardés, mais je ne pense pas que cela aurait changé quoi que ce soit à long terme, sauf qu'elle aurait peut-être complètement pris au dépourvu quand elle est partie, et cela m'aurait encore plus blessé. La dernière chose que j'ai faite avant de partir et de me verrouiller était d'entrer dans la salle de bain. Avec l'aide de la vaseline et d'un fort couple qui a décollé la peau sous la bague, j'ai réussi à enlever mon alliance. J'avais tellement pris de poids au cours des presque 20 dernières années que mon articulation était enflée et la chair de mon doigt était presque collée au métal. Mais sans trop de saignement, j'ai réussi à l'enlever. En prenant une feuille de papier vierge de la photocopieuse attachée au bureau principal, j'ai griffonné quelques mots dessus. Ensuite, j'ai mis ma bague et un peu de mon sang dessus et j'ai éteint la lumière dans notre chambre. J'ai fermé la maison derrière moi. J'ai éteint toutes les lumières et tout ce qui restait dans la maison était l'énorme masse sombre du bâtiment. J'avais vécu dedans pendant presque 10 ans avec ma femme et mes enfants, et je n'aurais jamais pensé que je reviendrais. En conduisant dans les rues sombres de la nuit en direction du centre-ville, j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais, mais j'étais juste engourdi. J'ai conduit en ville, et dépassé le palais de justice et le complexe juridique sur la rivière Saint John, et dépassé le bureau du shérif, que tout le monde sauf le shérif appelait le comico, est roulé encore 2 pâtés de maison et est tourné sur le côté de la route qui longeait la rivière. Il y avait ici quelques condos en bord de rivière très chers, et notre bureau en louait un tout le temps au cas où l'un des adjoints du shérif, des témoins, ou quelqu'un d'autre devait rester tard. En tant que l'un des 3 adjoints seniors, je gardais la clé du condominium sur mon porte-clés et me laissais entrer. J'ai regardé la poignée de porte, que j'ai ouverte de la main gauche. Zut, elle était couverte de sang. J'avais dû lacérer mon annulaire beaucoup plus que je ne le pensais en l'enlevant. Je suis allé à la salle de bain, et lavé mon doigt, et trouvé une bouteille d'alcool à friction sous l'évier, et ai juré pendant quelques minutes, en versant des quantités copieuses sur ma chair meurtrie. Ensuite, je suis retourné à la voiture, et déchargé, et me suis enfin jeté sur le lit. J'avais la force d'enlever la plupart de mes vêtements et me suis endormi en regardant l'un des programmes d'actualité à la télévision sur le petit grand écran dans le coin, ne portant que des shorts en coton et un t-shirt. J'ai écouté alors qu'il décrivait les manigances des cardinaux à Rome qui essayaient de prendre la place du vénéré Jon Paul II décédé plus tôt ce mois-ci. Alors que mes pensées s'éloignaient, j'ai été étrangement réconforté par la réalisation que la politique était toujours partout. Même dans la ville la plus sainte de Dieu, les Arabes tuaient toujours des Juifs, les voleurs volaient toujours des banques, les adolescents faisaient toujours des choses incroyablement stupides, et le monde continuait de tourner, même si mon monde s'était effondré. Fin de la partie 1.